Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Gilbert Collard, le secrétaire national du Rassemblement Bleu Marine. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Voilà, tout de suite, le JT des territoires. Et l'on reparle des lanceurs d'alerte dans l'affaire dite LuxLeaks. Verdict du procès en appel, le tribunal luxembourgeois a décidé de suivre les réquisitions de l'avocat général et condamne le lanceur d'alerte vosgien Antoine Deltour à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 € d'amende. Son confrère Raphaël Allais a été condamné à 1 000 €, lui. Une peine de prison réduite de moitié par rapport au verdict de première instance. Ils avaient tous, les deux, dévoilé des documents fiscaux confidentiels de grandes multinationales. Et Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions revient sur cette affaire. On ouvre ce journal du côté du Luxembourg avec le verdict dans le procès en appel des LuxLeaks, le nom donné à la fuite de documents confidentiels qui a permis de révéler tout un système d'optimisation fiscale en faveur de nombreuses multinationales en accord avec le fisc luxembourgeois. Le tribunal a choisi de suivre les réquisitions de l'avocat général et condamne le lanceur d'alerte vosgien Antoine Deltour à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 500 €. Raphaël Allais, son co-accusé, lui écope d'une amende de 1 000 € et Édouard Perrin, le journaliste qui avait permis de faire la lumière sur cette affaire, est acquitté. Des peines allégées mais qui ne satisfont pas totalement le lanceur d'alerte spinalien. Il avait écopé de 12 mois d'emprisonnement avec sursis en première instance. Malgré tout, il affirme qu'il ne regrette rien et que le combat valait le coup d'être mené. Reste désormais à savoir si ce combat se poursuivra. Antoine Deltour et son avocat se réservent le droit de continuer la lutte. Philippe Sorel porte plainte contre la porte-parole de Benoît Hamon, le maire de Montpellier. Philippe Sorel a déposé plainte hier pour injure raciale et injure en raison du sexe, suite aux propos tenus par Laura Slimani. Dans un tweet publié le 9 mars dernier sur son compte, la porte-parole de Benoît Hamon se réjouissait de ne pas avoir Philippe Sorel comme soutien en le qualifiant de vieux mâle blanc libéral. Anaïs Tourès pour TV Sud. Philippe Sorel porte plainte pour injure raciale et injure en raison du sexe. En cause, ce tweet publié le 9 mars dernier par Laura Slimani, porte-parole de Benoît Hamon. Des propos que déplore le maire de Montpellier. Il précise dans un communiqué qu'une campagne politique ne peut se faire dans l'outrance et l'outrage. Visite ministérielle en Vendée maintenant. Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, en visite dans le sud vendéen. Objectif pour elle, découvrir un dispositif unique en France, mis en place dans 2 établissements vendéens. Il concerne les élèves souffrant de déficience intellectuelle. Explication avec Pierre Dalicieux pour TV Vendée. 15 et 16 ans. En Vendée, environ 400 élèves en situation de handicap sont scolarisés en école primaire au sein d'un dispositif adapté. Et chaque année, à l'heure de la rentrée au collège, certains d'entre eux n'ont ni de place en IME, institut médico-éducatif, ni le profil pour suivre une scolarité adaptée au sein de certains collèges, et trop âgés pour rester en primaire. Le DAT, dispositif d'accompagnement transitoire et d'évaluation, répond à ces situations, jusque-là sans solution pour ces élèves et pour leurs familles. Donc le dispositif DAT, il est là pour répondre à cette demande de scolarisation qui peut difficilement se faire en classe ordinaire sans mettre l'élève en grande difficulté, ce que nous ne souhaitons absolument pas. Mais pour autant, nous avons aussi souhaité que cet élève puisse accéder au collège. Le DAT existe dans 2 collèges en Vendée. Ce dispositif est expérimental et unique en France. Il a permis depuis sa création il y a 3 ans d'accompagner une quarantaine d'élèves. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion s'est penchée sur la question et trouve ce dispositif plutôt concluant. C'est un espèce de dispositif de transition qui est très original parce que ça correspond à aucun dispositif existant en France et qui marche bien et qui a l'originalité aussi de faire travailler ensemble
l'éducation nationale et le monde du handicap, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait essaimer ailleurs. Et je vais donc demander ici à l'ARS, à l'inspection académique, à la MDPH, de me donner une sorte de cahier des charges pour qu'on puisse faire essaimer ce dispositif ailleurs. Cet élève est resté 1 an au sein du DAT dans cet établissement. Aujourd'hui, il continue sa scolarité dans un autre collège avec un emploi du temps adapté, mais inclus avec les autres collégiens. Aujourd'hui, je fais la récréation, histoire géo, maths, sciences, chimique et sport. Selon les profils, tous ne continueront pas au sein d'un collège, mais trouveront une place dans un IME. Mais à chaque fois, le passage dans un DAT aura permis un travail sur chaque élève pour trouver, sans se précipiter, la solution la mieux adaptée à chacun. Direction Lyon maintenant pour notre rendez-vous, l'œil de Public Sénat. Nous partons à la découverte du premier quartier durable de France. Le quartier Confluence, une presqu'île en plein cœur de Lyon. Un territoire qui se veut exemplaire en matière d'urbanisme et d'environnement. Ce quartier est-il un modèle pour l'avenir des villes? Reportage de Marie Brumeau et de Géraldine Bavoyou pour Public Sénat. 150 hectares d'anciennes friches industrielles à aménager. Depuis une dizaine d'années, ce sont des immeubles d'un genre nouveau qui sortent de terre à Confluence. Avec comme fer de lance un îlot Icari, un ensemble de bâtiments mixtes, car on y trouve des commerces, des bureaux mais aussi des logements. Silver y occupe un confortable 75 mètres carrés depuis 1 an et demi. Bonjour. L'appartement de Silver, 74 ans à la retraite, est truffé de nouvelles technologies. Nous avons sur cette tablette différents points de contrôle qui vont nous permettre de piloter aussi bien le chauffage, les stores, que l'électricité afin de maîtriser au plus près nos consommations. Il faut reconnaître que ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons d'utiliser une tablette, ça pourrait paraître rébarbatif, mais moi j'y ai vu un intérêt parce qu'on est acteur direct de sa consommation, mais aussi un acteur direct de son environnement. Cet appartement est équipé de détecteurs de mouvement. Ils permettent une baisse automatique de la température de 2 à 4 degrés selon la présence ou non de Silver dans une pièce ou le logement. Mais ce n'est pas tout. Sur le toit et la façade sont installés des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité. Un carburant à l'huile de colza assure le complément. L'objectif à terme, une autosuffisance énergétique d'Icari. Mais toute cette innovation a un coût à l'achat. Silver a déboursé 5 500 € par mètre carré, une fourchette haute à Lyon. Ici, les promoteurs immobiliers doivent respecter un cahier des charges environnementales important. À chaque immeuble, son identité et sa spécificité. Et pour le saisir, il faut bien souvent descendre dans les entrailles des bâtiments. Au sous-sol de l'immeuble luxe, les eaux usées transitent par ce local technique. Donc là, on est au cœur du système. Le moment où les eaux usées rentrent et ressortent, on a capté toute la chaleur. Cette chaleur après est transmise à cette pompe à chaleur, au haut. Et cette pompe à chaleur, son travail est de retransmettre cette chaleur dans ce ballon de production d'eau chaude. En résumé, 90% de l'eau chaude de cet immeuble est produite à partir de la récupération des calories de la chaleur des eaux usées. L'avantage, c'est que vous consommez 4 fois moins d'énergie pour faire la même production d'eau chaude. Si demain, tous les immeubles de plus de 3 ou 4 étages mettaient ce système-là en bas de leur immeuble, on économiserait, ou du moins on arrêterait 4 réacteurs nucléaires. La phase 1 de ce grand projet de rénovation urbaine est terminée. Une facture évaluée à plus d'1 milliard d'euros. Alors voilà, c'est ce bâtiment qui est juste devant vous ici. Ouais. Donc c'est un immeuble de logements sociaux. Le chantier de la phase 2 a lui démarré avec des exigences supplémentaires. Sur les bâtiments, les 8 bâtiments derrière, il faut me garantir que tous les matériaux sont locaux. Oui, tous les matériaux sont locaux. Alors c'est le cas du béton évidemment, avec ici à Lyon, on a les agrégats qui sont à 100 mètres dans la Saône ou dans le Rhône. Tous les matériaux ici sont biosourcés. Donc en fait, il y a eu un choix une recherche d'industriels, de matériaux qui proviennent uniquement de la région, que ce soit les carrelages, les peintures. De nouvelles contraintes pour un projet certes ambitieux. La livraison de la phase 2 est prévue dans une quinzaine d'années. Mais pour que ce nouveau quartier soit une réussite, c'est aux Lyonnais de s'approprier ce second centre-ville, en dépit pour l'instant du manque de commerce de proximité
et du prix du foncier. Tentative de cohabitation pour les skateurs et les riverains. Hier, début de l'expérimentation à Bordeaux qui fixe des jours et des heures précises dans différents lieux de la ville pour que les skateurs puissent s'adonner à leur passion. Une sorte de compromis donc pour que riverains et skateurs puissent cohabiter au mieux dans le centre-ville. Sandrine Antipose pour TV7 en Gironde. À 11h, pas encore de skateurs à l'horizon et pourtant aujourd'hui, ils ont le droit d'être là. Désormais, ils pourront s'adonner à leur passion les mercredis et samedis entre 11h et 20h sur ce qu'ils appellent des spots, une sorte de compromis mis en place par la ville après plusieurs altercations entre skateurs et riverains. Nous avions d'un côté des riverains très dérangés toute la semaine par la pratique un peu sauvage du skate sous leurs fenêtres et de l'autre côté des skateurs qui réclament la possibilité de pratiquer leur art ou leur passion sur les espaces publics bordelais. Une expérimentation qui concerne plusieurs places du centre-ville, dont les places Péberlan et Jean Moulin, mais aussi le cours du Chapeau Rouge et le parvis des droits de l'homme. Une expérimentation accueillie favorablement par les skateurs. C'est une bonne initiative pour la ville de Bordeaux parce que déjà je trouve qu'on a trouvé une solution et un compromis entre les riverains et notre sport, le skateboard. Je pense que nous, skateurs, on n'est pas des animaux, quoi. On skate, on veut juste pratiquer notre sport et on veut juste s'amuser, quoi. Et on n'est pas là pour blesser les gens, pour créer des nuisances sonores. Certes, ça fait du bruit, mais au final, je trouve que les transports en commun, les voitures, on est dans une ville, on est au centre-ville de Bordeaux, donc dans tous les cas il y aura du bruit, donc que ce soit du skate ou quoi que ce soit d'autre, il y aura du bruit. L'expérimentation prendra fin le 15 juin prochain, un bilan sera alors dressé et présenté aux skateurs et aux riverains. Voilà, fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, nous allons accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, mais tout de suite, la une de vos journaux ce matin. Dans l'actualité, Renault, vous le savez, qui triche depuis 25 ans selon l'écho de la Haute-Vienne. Losange pollueur, un rapport officiel révèle que Renault falsifie donc depuis 25 ans les tests anti-pollution portant sur un certain nombre de ses moteurs. Donc Volkswagen n'était pas seul. Dans l'Est éclair, un peu de répit pour les salariés d'Alia. Selon les représentants du personnel, le plan de sauvegarde emploi qui prévoyait le licenciement de 250 personnes est mort. Pour Courrier Picard, aujourd'hui, c'est aussi la même une que l'union de Sébastien Lacroix qui est sur notre plateau et qui nous en parlera tout à l'heure. C'est la clause Molière. Quel chantier l'État entend attaquer la mesure prise par des régions qui visent à imposer le français sur les chantiers. Pour Ouest France, cette France rurale qui se sent oubliée. Et puis pour Paris-Normandie, c'est une interview de François Fillon qui est en meeting ce soir à Caen. Il faut des changements puissant, une interview dans Paris-Normandie. Il était hier, bien sûr, dans la région liée à la Provence, c'est-à-dire dans le Vaucluse, et il a donné un entretien exclusif également. « Je n'ai plus le choix », a-t-il dit après son meeting à Pertuis. Il s'est confié sur son état d'esprit et surtout sur sa stratégie. Dans La Voix du Nord, votre député est-il influent ? Une enquête à lire en page 38. La Voix du Nord vous en dit plus, intéressant. Et puis dans le Sud-Ouest, ces Français qui cassent les codes du travail. Pour La Dépêche du Midi, insomnie, le mal du siècle. 12 millions de Français seraient en manque de sommeil. Comment éviter que les insomnies se transforment en cauchemars ? Et ce sont des conseils pratiques que donne La Dépêche du Midi. C'est aussi valable pour nous. Pour le Télégramme, cette gravure bretonne à 14 000 ans, cette tête d'auroch gravée sur une pierre fait partie des œuvres d'art uniques au monde découvertes par des archéologues à Plougastel, des pièces vieilles de 14 000 ans d'une valeur comparable à celle des peintures pariétales de la grotte de Lascaux, et c'est dans le Télégramme aujourd'hui. Voilà, j'accueille sans transition pour le débat des éditorialistes aujourd'hui Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Merci d'être sur ce plateau. Et bonjour Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour ce sondage exclusif IFOP fiducial pour Public Sénat et Sud Radio concernant la sécurité. On va y revenir dans un instant. Car dans ce sondage, la perception de la menace terroriste est très élevée. On va le regarder dans un instant. Et puis tout de suite, on va décrypter cela après ce quinquennat de François Hollande qui est marqué par une lutte permanente contre le terrorisme. La situation n'est pas perçue en matière d'insécurité comme parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'est dégradée.
pour une grande majorité de Français. Et c'est Héloïse Grégoire pour Public Sénat qui nous en donne les grandes lignes. Et puis on revient avec vous sur ces thèmes. Frédéric Dabi. Renforcement de l'arsenal législatif, loi sur le renseignement, instauration et prorogation de l'état d'urgence. Le quinquennat de François Hollande est marqué par une lutte permanente contre le terrorisme. Pourtant, selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Public Sénat, la situation en matière d'insécurité s'est dégradée pour 71% des sondés, quand 93% d'entre eux estiment que la menace terroriste reste élevée. Un jugement pessimiste, même si les forces de l'ordre, elles, conservent une image très positive. Pour 90% des personnes interrogées, la gendarmerie bénéficie d'une bonne image. Même chose pour la police nationale et la police municipale. 59% des sondés déclarent ne se sentir en sécurité nulle part. Un thème de campagne majeur pour les candidats à la présidentielle, à gauche comme à droite. En matière de lutte contre le terrorisme ou encore de sécurité des biens et des personnes, c'est la candidate du Front National qui est en tête. Marine Le Pen est considérée comme la plus apte à apporter les meilleures solutions. En seconde position arrive le candidat d'En Marche, au coude à coude avec François Fillon. Plusieurs mesures historiquement attribuées à la droite sont largement plébiscitées par les sondés. En tête, l'expulsion systématique des étrangers condamnés pour des crimes et délits graves. 66% sont pour l'armement systématique de la police municipale. 68% sont pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Et 84% sont pour la création de places de prison supplémentaires. Autre mesure importante, 91% plébiscitent la reformation de la police de proximité et 65% sont pour la remise obligatoire d'un récépissé lors de contrôles de police, mesure qui fait consensus à gauche. Quel que soit le nouveau président en mai prochain, 61% des sondés souhaitent maintenir l'état d'urgence. Frédéric Dabi, malgré un quinquennat de François Hollande marqué par la lutte permanente contre le terrorisme et les problèmes d'insécurité. Oui, c'est vrai que cette enquête montre déjà un sentiment, un constat de dégradation de la situation en matière de sécurité. Une majorité de Français, 71%, déclarent que les choses se sont dégradées. Une majorité également assez forte, sans clivage gauche-droite, considère qu'on est en sécurité nulle part. Mais ce qui est très intéressant, Cyril, c'est les contours de cet enjeu sécurité qui ont changé fondamentalement par rapport à ce que l'on mesurait en 2012. En 2012, quand on parlait sécurité, c'était sécurité des personnes et des biens, délinquance. Là, la question terroriste s'est complètement insérée. Alors d'une part, la menace terroriste est 93%. absolument... Oui, c'est ce que l'on mesure depuis les attentats de 2015. Et en plus, ça c'est le total. Sur le très élevé, on est à 60-70%, sans clivage politique, sans clivage sociaux. Mais attention, les Français voit la politique de sécurité sur deux jambes. D'une part, la lutte contre la menace terroriste et aussi la lutte contre la délinquance. Il y a un chiffre que je trouve assez intéressant. 71% des Français considèrent que la lutte antiterroriste éclipse trop la lutte contre la délinquance. On attend que les politiques soient sur ces deux dimensions-là, parce que l'insécurité, c'est pas seulement la menace terroriste, c'est les incivilités quotidiennes, les vols, la petite et moyenne délinquance. Et sur ça, le bilan depuis 10 ans des deux derniers quinquennats sont vus sévèrement, même si les Français considèrent que François Hollande a mieux agi en matière de lutte contre le terrorisme que Nicolas Sarkozy. Sébastien Lacroix. Alors, ce qui est très marrant, justement, comme disait M. Darby, c'est que justement, il y a ce chiffre qui est incroyable. 71% des Français pensent que la situation s'est dégradée. Comme vous l'expliquez, c'est aussi parce que un peu, il y a cette image aussi par rapport au terrorisme. On a tous été marqués par les attentats. Et ce qui est aussi très intéressant dans votre sondage, je trouve, c'est qu'on impute à François Hollande une meilleure gestion, entre guillemets, de la sécurité, alors que Nicolas Sarkozy en avait fait un peu son fer de lance. Pourquoi ? Parce que il faut rappeler aussi les choses, c'est que François Hollande, pendant tout son quinquennat, a renforcé les moyens. Et ce qui est aussi intéressant dans votre sondage, je trouve aussi, c'est la perception qu'ont les Français sur leur police. Ils l'aiment bien, alors qu'on pourrait croire par rapport aux événements qu'il y a eu ces derniers temps, les faits divers. Bon. Sur le jugement comparé de l'action de François Hollande et Nicolas Sarkozy, Cédric Cadio a raison. Lutte contre le terrorisme, François Hollande 30%, Nicolas Sarkozy 21%. Et lutte contre la délinquance, François Hollande 14%. Nicolas Sarkozy, 32. Oui, voilà, ce sont les deux dimensions de cette politique sécuritaire. Objectivement, François Hollande, c'est lui qui a eu à faire face à la menace terroriste et à des actes terroristes les plus forts, et on lui sait gré quand même d'une gestion correcte, même si presque un Français sur deux renvoie Nicolas Sarkozy et François Hollande, moins fortement que la semaine dernière sur la question fiscale. On crédite François Hollande, mais il est vrai aussi qu'on a une image d'Épinal, une crédibilité traditionnelle de la droite en matière de sécurité, en matière de lutte contre la délinquance par rapport à gauche. Cette
tradition s'est fortement érodée. D'une part, les Français, comme vous le disiez, Mme Cadiot, ont intériorisé que Nicolas Sarkozy, pendant son quinquennat, les forces de l'ordre ont été, je ne dis pas désarmées, mais ont été réduites quantitativement, et que c'est François Hollande qui a remis des moyens. D'autre part, pour autant, François Hollande est beaucoup plus sévèrement jugé sur ce qui fait l'autre partie de la question sécuritaire, la lutte contre la délinquance. Et là, on retrouve positivement l'image de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. 14, Nicolas Sarkozy, 32 sur cette question-là. Oui. Sébastien Lacroix. Oui, en fait, c'est assez logique finalement, parce qu'il y a les deux jambes, comme vous dites, il y a le terrorisme et il y a la délinquance. Sur les terroristes, c'est François Hollande qui y a été confronté le plus, donc il apparaît comme étant le protecteur des Français sur ce plan-là, alors que sur la délinquance, finalement, ça s'est fortement dégradé. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la note générale de l'enjeu que vous avez fait dans ce sondage, qui est de 7, qui est une note élevée, puisque les deux sondages précédents sur la fiscalité, les impôts et l'éducation nationale, c'était plus bas. Et donc, on voit que cette note 7 montre que l'enjeu est très important. Or, quand on écoute ce qu'ils disent, quand les débats parlent des programmes, ce qui est assez rare, on entend peu sur la sécurité finalement. On entend un certain nombre de mesures qui reviennent effectivement sur la police de proximité, des choses comme ça. Mais cet enjeu-là, il est énorme et à mon avis, il est beaucoup plus fort sur la délinquance que sur le terrorisme. Oui, tout à fait. J'ai répété ce chiffre, 71% qui considèrent que la menace terroriste éclipse la lutte contre la délinquance. Vous avez raison, cette note 7, c'est la note la plus importante que l'on a constatée depuis le début de notre programme d'enquête. Ça monte au fur et à mesure qu'on va à droite de l'échiquier politique. C'est quand même presque 7%, 7 sur 10 à gauche. Ça monte à 8,5, je crois, chez les sympathisants Front National. Chez les électeurs de Marine Le Pen, qui place Marine Le Pen comme la plus crédible en matière de lutte contre le terrorisme et en matière de sécurité des personnes et des biens, ce n'est pas rien, puisque même si une actualité moins dramatique a un petit peu relégué la question terroriste derrière des questions économiques et sociales, ça reste un enjeu majeur, et c'est un point de crédibilité de Marine Le Pen quand, dans le même temps, François Fillon, qui a tenu des propos très martiaux, très, forts sur la question de la sécurité, est très fortement relégué. On regarde derrière vous les chiffres, Marine Le Pen, 32%, 32% pour la sécurité des biens et des personnes, 35% contre la lutte contre le terrorisme, c'est ce que vous disiez. Emmanuel Macron et François Fillon sont au coude à coude, on voit 19. C'est plutôt un échec pour François Fillon quand on connaît, quand on voit traditionnellement le crédit porté à la droite. Il y a le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui a pesé. Et puis, on a une Marine Le Pen qui s'est monopolisée ce thème. Accaparée le thème, J'ai regardé hier la gauche n'existe pas. Hier dans le Sud, quand elle a déroulé encore son programme, elle est revenue justement sur ces thèmes sécuritaires. Et c'est pas non plus anodin, parce que dans votre sondage, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que cette question-là est tellement importante qu'aujourd'hui encore, alors que ça fait des mois et des mois depuis justement les attentats de novembre, on est en état d'urgence, les Français réclament le maintien de l'état d'urgence. Alors que hier, le ministre de la Justice a dit qu'aujourd'hui, les conditions étaient réunies justement pour les lever, mais que ça ne lui apportait pas. Rapidement, Sébastien. Très rapidement, juste, moi, ce qui m'a étonné, c'est que Macron et Fillon soient au coude à coude, alors que Macron, c'est pas son thème de prédilection, franchement. Et puis, quand on regarde les mesures de sécurité, elles sont assez contradictoires. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a en ce moment une dynamique Macron qui fait qu'il touche, tout ce qui touche transforme en or. C'est pas sûr que ça se termine comme ça pour le 23 avril. Par ailleurs, c'est vrai que François Fillon est, plombé par son bilan. Le bilan Sarkozy-Fillon pendant les 5 dernières années, on l'a vu avec une crédibilité plus forte de François Hollande. Et puis, les affaires qui... au-delà du contenu des affaires, l'effet des affaires, c'est un parasitage de sa campagne, et sans doute ses propositions sur la sécurité sont très peu audibles par les personnes interrogées. Mais c'est vrai que Macron-Fillon au coude à coude, alors que c'est un thème très fort de la droite, c'est une mauvaise nouvelle pour le candidat des Républicains. D'autant plus que François Fillon a remis en cause les institutions judiciaires au début dans les affaires, donc ça décrédibilise un peu son discours à ce niveau-là. Voilà, je me tourne vers le rédacteur en chef de l'Union de Reims, donc un journal en région, important. Sur la manière de contrer tout ça, les sondés disent que la surveillance vidéo est plébiscitée comme un moyen efficace à 78%. Quel retournement de mentalité
en quelques années, en 15 ans, quoi. Alors même pas peut-être. Hein. Maintenant, tout le monde plébiscite cette vidéosurveillance, alors que c'était quand même un rejet massif d'une grande partie de la population. Il y avait une intrusion dans la vie privée. Alors, maintenant, on en réclame même, faut le savoir, dans des petites communes. Bien sûr. Alors c'est à mettre en parallèle avec le sentiment d'insécurité. On ne se sent en sécurité nulle part. 59%, j'imagine que c'est de chiffres liés. Ça. Oui, voilà, c'est de chiffres liés. C'est vrai que tout ce qui peut donner le sentiment d'une plus grande sécurité est maintenant publicité. Et quand on voit les mesures, nous avons testé les mesures des principaux candidats. Alors, il y a des mesures extrêmement dures, celle de Marine Le Pen pour l'expulsion systématique des étrangers, qui est quand même plébiscitée à quand même 88%. Mais c'est quand même une mesure, je dirais, de prévention. La reformation de la police de proximité. 91%. La proposition de François Fillon, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, 66%. Mais il y a aussi des mesures préventives, augmenter le nombre de places de prison. Et le fameux serpent de mer, cette promesse non tenue du début du quinquennat sur la remise obligatoire d'un récépissé certifiant le fait qu'on a déjà été contrôlé, c'est une mesure de Benoît Hamon, et aussi soutenue par 2/3 des personnes interrogées. Intéressant dans ce sondage, c'est quand même l'image de la police et des forces de l'ordre, ce qui est assez positif, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, parce que c'est ce que je voulais souligner quand même, il y a 90% des Français qui aiment la gendarmerie. Oui. Vous dites 94% la police et 71% la municipale. Et c'est d'autant plus intéressant... 84% la police nationale. 84% la police nationale et 71% la municipale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs programmes des candidats, ils voudraient transférer une partie des missions de la police nationale à la police municipale, comme l'a d'ailleurs déroulé François Fillon. La gendarmerie, comme vous venez de le dire, Sébastien Lacroix. Oui. 90% des gens. Oui, c'est vrai que la gendarmerie, mais la gendarmerie a toujours eu une bonne cote auprès des Français. On rappelle que c'est l'armée, la gendarmerie. Juste rappelle que c'est 2015-2016. Juste sur l'ensemble des... Quand on prend un peu de recul sur le sondage et qu'on regarde les mesures, on se rend compte qu'on colle au programme de Marine Le Pen. Hein, donc voilà, les Français, ils attendent ça. Et il y a un parti qui répond à ces attentes-là, enfin en grande partie, disons, sans faire de jeu de mots, c'est le FN. Ça fera sans doute plaisir à notre invité politique à 8h, qui est Gilbert Collard. Oui, mais les autres partis devraient réfléchir. Ce sont les mesures les plus répressives qui sont plébiscitées. Il y a aussi des mesures qui sont plus sur des politiques de prévention, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a que Marine Le Pen qui aborde ces questions. Oui. Vous le disiez, Emmanuel Macron est moins, je dirais pas l'aise, mais moins attendu et entendu sur ces questions régaliennes. François Fillon est gêné par le bruit, par le parasitage autour des affaires qui le concernent. Et c'est vrai qu'on a une Marine Le Pen qui déroule son programme. Attention, en 2002, il s'était passé quelque chose d'assez fort quelques semaines avant le premier tour. Une enquête montrait que Jean-Marie Le Pen était jugé peu crédible sur tous les sujets. Il arrivait en tête sur un sujet, la sécurité. Oui, puis... Voilà, Sébastien Lacroix, on va terminer avec la une de l'Union, si vous le voulez bien. Votre une ce matin, c'est la clause de la discorde, la clause Molière. Alors on change de sujet là. Oui, c'est la clause Molière, c'est une clause qui est, pour faire très simple, une clause qui est rajoutée sur les chantiers publics pour les maîtres d'ouvrage et les collectivités. C'est la maîtrise du français. Et c'est d'imposer aux travailleurs, aux ouvriers qui sont dessus, qui sont sur les chantiers, de savoir parler et comprendre le français. Et alors, ce qui est assez... c'est pour ça qu'on a titré la clause de la discorde, c'est que ce qui est assez étonnant, c'est que certaines régions l'ont imposée, que d'autres n'en veulent pas. Les Hauts-de-France, c'est le cas. Les Hauts-de-France, c'est le cas. Alors, elles l'ont imposée avec la présence d'un interprète. C'est une mesure qui, grosso modo, vise à dans les travailleurs détachés. Et certains, au MEDEF, par exemple, disent bof. À la CAPEB disent oui, et puis en politique, les avis sont très partagés. Justement, sur cette clause Molière, il faut quand même rappeler que c'est quand même les présidents de régions de droite qui ont défendu cette idée au départ. Hein. C'est Laurent Wauquiez qui a lancé l'idée et qui a été repris par d'autres régions, et c'est fortement contesté. On a très peu de temps pour les unes du Midi Libre et de l'Indépendant, mais ce sont des unes locales. Il blesse un bébé en le berçant dans un lave-linge pour l'Indépendant, et puis l'eau, la chasse au gaspillage dans le Midi, ça c'est important. Tout à fait, et on voit que le problème de l'eau est quelque chose d'important, et pas simplement dans les pays comme on avait vu Mayotte en début de semaine dans Territoire d'Info. Et d'ailleurs, il va y avoir des mesures qui ont été prises, qui sont défendues justement par la région Occitanie. Merci Zoé Cadion, merci Frédéric Dabil, directeur général adjoint de l'IFOP, d'être venu commenter ce sondage. IFOP, fiducial pour Public Sénat et Sud Radio. Merci de votre décryptage. On se retrouve à nouveau dans 15 jours. Voilà, merci. Et puis merci Sébastien Lacroix et Zoé Cadion. Le prochain sondage, ça sera... Ça n'a pas encore été décidé. Ça sera une réflexion commune. Merci beaucoup. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait aujourd'hui en France. Merci. La météo vous est présentée par Terroléo Pro.
avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe aux zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble avant de retrouver notre invité politique de 8h qui est Gilbert Collard. Il y a 3 candidats sérieux aujourd'hui, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Quel que soit celui qui gagnera l'élection présidentielle, je vous le dis très clairement, c'est pour ça que je suis pessimiste, la France sera ingouvernable. La droite eût été mieux inspirée de changer de candidat pour qu'au moins on puisse avoir un débat qui ne soit pas sans arrêt surchargé des arrière-pensées concernant ces affaires. Je voudrais dire que je suis innocent. Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires dans le passé et en ce moment même. C'est des problèmes de justice, etc. Moi, je ne veux pas m'en occuper, si vous voulez. Moi, je regarde un programme économique, celui de Fillon me paraît aller dans le bon sens. Je suis convaincu que la justice, même si ça prendra du temps, établira cette innocence. Oh, écoutez, honnêtement, il faut quand même lui accorder quelque chose. Il a réussi l'exploit de transformer sa famille politique en un champ de ruines. La soirée a eu lieu en janvier 2016 à Las Vegas pour vanter l'innovation technologique à la française. Emmanuel Macron, encore ministre, y tient la vedette devant 500 personnalités. Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron a réussi à dépenser 380 000 euros pour aller passer une soirée à Las Vegas. Je ne sais pas. J'ai eu à soumettre la déclaration de patrimoine à plusieurs reprises durant ces dernières années à la Haute Autorité. Je le referai en tant que candidat d'ailleurs dans les prochains jours à date du 1er janvier. La Haute Autorité n'a jamais signalé la moindre anomalie. Le Front National, il est irréprochable. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde le soit. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, parce que c'est Macron, mais c'est aussi Le Pen. Il faut aussi le dire, avec effectivement des redressements fiscaux qui la guettent manifestement. Je note cette phrase, le Front National est irréprochable. Oui, je crois que le Front National est irréprochable. Et vous savez qui est-ce qui l'a dit C'est celui qui a dit Marine Le Pen est irréprochable. C'est en l'occurrence Roger Kuckerman, l'ancien président du CRIF. Qu'elle semble lointaine, cette poignée de main. En refusant de parrainer Benoît Hamon, Manuel Valls entérine bel et bien l'implosion du PS. La France a redressé sa situation et aujourd'hui a des perspectives d'avenir qui sont positives. Et il n'y a pas un candidat à gauche qui défend tout ça. L'ancien Premier ministre réunissait ses troupes hier soir, 300 personnes à l'Assemblée nationale et à huis clos, à l'abri des caméras. Il a évoqué les risques de dérives sectaires liés au fait, par exemple, que comparer Emmanuel Macron, dire que Emmanuel Macron est le marchepied du Front National, nous pensons que ce n'est pas acceptable. Votre position sur l'Europe, on peut la résumer en une phrase, si vous me le permettez. C'est une phrase que vous avez prononcée vous. L'Europe, on l'aime ou on la quitte? Je n'ai jamais dit on l'aime ou on la quitte. Ça, c'est Madame Le Pen qui parle comme ça. Et à propos des immigrés, moi j'ai dit on la change. C'est-à-dire nous devons continuer d'exister pour se mettre au service d'une majorité, qu'elle soit celle de Benoît Hamon ou qu'elle soit celle d'Emmanuel Macron. Moi, je ne veux pas mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Je voudrais connaître le programme de Monsieur Mélenchon. Oui, c'est ça, ça se sent. Voilà, notre invité politique de 8h, c'est Gilbert Collard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes merci député à vous aussi du Gard, d'être là. secrétaire national du Rassemblement Bleu Marine. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, c'est Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour. Gilbert Collard, défaite de l'extrême aux législatives en Hollande au profit de la droite libérale hier. Est-ce que cela laisse présager une défaite du Front National pour la présidentielle? Est-ce que c'est un mauvais signe venu des Pays-Bas pour vous? Alors, je peux vous dire que s'il pleut aux Pays-Bas, il fait beau ici. Au cas où vous n'auriez pas vu la météo. Il n'y a pas de cause... On vient de la passer. Et parfois, il y a du soleil sur les Pays-Bas et il pleut ici. Non,
Il n'y aura pas de relation de cause à effet. D'abord, il y a une progression du Parti de la Liberté qui est très nette, dans un contexte de construction électorale qui n'est pas du tout la même que la nôtre, puisqu'il y a la proportionnelle, etc. Bon. Et il y a quand même le fait que le Premier ministre, ça ne peut pas vous échapper à vous qui êtes des observateurs attentifs, intelligents, perspicaces de la vie politique, le Premier ministre a quand même viré le ministre turc. Allant bien évidemment sur les terres du leader du Parti de la Liberté. Donc pour vous, ça a joué. Donc, quelque part, il y a des emprunts de comportement et des emprunts d'idées qui sont très significatifs. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, la météorologie politique, elle n'est pas la même partout. Et fort heureusement, quand il fait beau ici, il pleut là-bas. Quand il pleut là-bas, il fait beau ici. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe en France. Selon le ministre de la Justice, les conditions aujourd'hui sont réunies pour une sortie de l'état d'urgence. Est-ce que vous soutenez Jean-Jacques Urvoas ? J'ai toujours considéré que l'état d'urgence ne servait pas à grand-chose compte tenu des lois que nous avons, à condition qu'on les appliquât. Mais malheureusement, comme on ne les applique pas, on se sert de l'effet placebo de l'état d'urgence. Le principe de précaution, dont je ne suis pas un adepte, exige qu'on maintienne l'état d'urgence. La dernière fois que François Hollande avait dit qu'on allait suspendre l'état d'urgence, on a eu un attentat. Mais d'ailleurs, est-ce raisonnable de dire ça maintenant, alors qu'on est en pleine campagne électorale ? Mais de toute manière, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'entonnoir. Il faudrait vraiment qu'à la fin de ce quinquennat, on décore plusieurs ministres de l'ordre de l'entonnoir. Parce que en pleine période électorale, en pleine campagne présidentielle, alors que la violence est quand même partout, oser dire que la période de l'état d'urgence ne semble plus nécessaire me paraît une folie psychologique. Une faute politique. Une faute politique, une erreur tactique même. C'est un peu comme si on provoquait les terroristes. C'est un peu comme si on leur disait les feux passent au vert, vous pouvez y aller. C'est un peu ça que vous dites. Oui, et en même temps, ça veut dire aussi, allez, c'est terminé. C'est terminé. Le terrorisme ne nous inquiète plus, on n'a plus de raison de prendre les mesures de protection. Ce qui est vrai, c'est que cet état d'urgence n'a pas empêché les nuits debout, n'a pas empêché qu'on incendie des fonctionnaires de police, qu'on agresse une policière de la BAC au point de la défigurer, que des tirs de mortier aient lieu dans un lycée. La manifestation en faveur de François Fillon l'autre jour. La manifestation, mais là, elle n'a pas été violente, celle-là, cher. Non, mais c'était une manifestation quand même. Non, attendez, mais entre la manifestation en faveur de François Fillon et la manifestation des nuits debout, des zadistes et compagnie, c'est quand même pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes confettis que les policiers reçoivent. Et les Français, selon vous, est-ce qu'ils sont pour cette levée ou pas ? C'est un sondage IFOP fiducial. 61% des Français sont contre cette levée de l'état d'urgence aujourd'hui. Mais ils ont raison, parce que c'est la question du principe de précaution. Et puis, pourquoi donner, même si quelque part il peut être dans la réalité inopérant, pourquoi donner un signal de désengagement ? Quel intérêt on a à donner un signal de désengagement ? Quel intérêt ? On parle de l'état d'urgence, on parle du terrorisme, et puis il y a la sécurité au quotidien, la sécurité des Français. Dans ce même sondage dont parlait Mickaël, 91% des Français souhaitent le retour de la police de proximité. C'est un des thèmes de cette campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes favorable au retour de la police de proximité dans les quartiers, dans les villages, etc. Vraiment, si vous pouvez retrouver des documents me concernant, je ne parle pas des avis de recherche, je parle de documents techniques. Vous verrez que j'ai été un des premiers à mettre en cause la suppression par Gaston Defferre. On l'a oublié cela. Des commissariats de quartier. Ça remonte à l'époque de Gaston Defferre. Donc vous dites qu'il faut un retour de la police de proximité. Mais moi, si Marine Le Pen est élue présidente, par exemple. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Je suis pour le rétablissement des commissariats de quartier. À l'époque, vous aviez un juge de paix dans le quartier. Vous aviez le commissaire qu'on pouvait aller voir, auquel on pouvait éventuellement fournir des renseignements. Ouais. Gaston Defferre, dans une espèce d'erreur monumentale, et j'en avais discuté avec lui à l'époque du reste, avait décidé de fermer les commissariats de quartier. Police de proximité armée ou pas ? Police de proximité armée d'un pistolet, d'un sifflet et d'une matraque. Dites-moi, Louis Alliot évoquait ces dernières heures
la possibilité en France d'une guerre civile. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Écoutez, je pense très sincèrement que tous les ingrédients, les agrégats, sont réunis pour qu'on puisse avoir, à la faveur d'un événement absolument indéfinissable, une guerre civile. Non mais c'est quoi les ingrédients? On ne comprend pas en fait. Ah, vous ne comprenez pas? Non, allez-y. Eh bien, regardez. Agression contre systématique, hein. Et ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue criminologique, ça nous montre que la violence, elle n'est pas utilitaire, elle est symbolique. Agression contre les forces de l'ordre. Agression contre des pompiers qui sont presque obligés de porter maintenant des gilets pare-balles. Agression contre des ambulances. Des magistrats qui vont manifester du syndicat de la magistrature contre des violences policières. Une affiche de la CGT qui appelle à la condamnation des policiers. Tout ça peut amener une guerre civile. Tout ce qui porte atteinte... C'est pas un peu exagéré? Tout ce qui porte atteinte aux institutions d'une manière systématique, par l'agression, par la violence, des tirs sur des policiers systématiques. Regardez ce qui s'est passé à Calais. On a tous les ingrédients. Et alors si on y ajoute la pauvreté, le chômage, la misère... Si Marine Le Pen est élue, il n'y aura pas de guerre civile. Gilbert Si Marine Le Pen est élue, on fera respecter la loi civile, c'est tout. La loi républicaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que les procureurs, les tribunaux ne suivent pas. Et on a un bordel monumental dans ce pays et il faut tout simplement rétablir un peu d'ordre. Collard, le député du Gard, secrétaire national du Rassemblement Bleu Marine, qui est notre invité ce matin. Gilbert Collard, un ex-dirigeant identitaire suspendu du Front National en vue de son exclusion suite à des propos négationnistes tenus dans un documentaire télé, vous le savez. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a toujours des brebis galeuses au Front National, que le ménage n'a pas été fait ni terminé? Écoutez, nous avons des Mehdi-Mécla. Nous avons des Mécla. Voilà. Vous les avez chez vous, puisque Mécla, vous chez nous, non, à Public Sénat, non. Bravo, c'est bien. Vous faites bien de le dire, parce que on l'a vu avec insistance. Peut-être d'autres confrères, mais pas ailleurs. Bon, ailleurs qu'ici. Ailleurs qu'ici. Bon, plein de chaînes de télé. Ouais. Bon, nous avons quelquefois, hélas, un ou deux Mécla. Voilà, c'est vrai. Et il faut les virer tout de suite, ce que Marine a décidé de faire. Mais ce que je trouve extraordinaire, si on peut se parler librement, dans un pays libre, avec une information libre, puisqu'on n'est pas ici chez M. Drahi. Hein. Bon. C'est un thème récurrent, hein, Patrick Drahi, au Front National. Ah ben c'est parce que c'est une réalité. Voilà, donc la réalité est récurrente, bien évidemment. Bon, la manière dont C8 se comporte, la manière dont ce reportage est fait, est absolument scandaleuse, quoi. C'est des comportements de flics d'Ancien Régime, quoi. On vient sans dire qu'on est journaliste. On prétend qu'on fait de l'immersion, c'est ça, comme si on était des sous-marins. Donc ça veut dire que C8 a poussé à la faute. La provocation, ça existe, vous savez, ça peut exister, je vous le garantis. Moi, je parie que si on immerge une équipe de télé mal intentionnée dans votre rédaction, on va en sortir avec des éléments très très intéressants. Hein. Et partout. On rappelle que ça peut être au Monde, ça peut être partout. On rappelle que C8 n'est pas la propriété de Patrick Drahi, bien entendu, mais de Vivendi. Ah ben ça, vous faites bien de le dire, ça, oui, non mais ça, je le confirme. Mais je le dis pour les téléspectateurs. Non mais attendez, vous attaquez Patrick Drahi, là il ne s'agit pas de la chaîne de Patrick Drahi. Non mais attendez, il n'y a pas que chez Drahi qu'il y a des salauds. Michael Zames. Vous êtes en train de dire que toutes les télévisions sont en train de faire une campagne contre le Front National, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Je vous pose la question. Non mais moi je dirais tant mieux. Je vais faire une confidence, vous voyez. Si je n'étais pas au Front National, la campagne qui est menée contre le Front, contre Marine, ces complicités de journalistes qui se réunissent pour dire du mal du Front ici, ferait que j'irais au Front. Tellement ça m'insupporte, cette coalition des prétendues bonnes consciences, du Monde, de France Info, de France Inter, de Libération, qui ne vivent que de subventions en plus. Tout ce système me dégoûte. Ils sont interdépendants les uns des autres, ils s'autodécorent. Qu'est-ce qui se passera le jour où Marine Le Pen sera au pouvoir? Il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus de ces médias-là? Il faudra faire table rase? Mais une fois que Marine Le Pen sera au pouvoir, nous, on veillera à ce qui est une égalité de traitement à l'égard de tout le monde. Quand même, Marine, elle a donné son parrainage à Guénaud. C'est pas rien. On peut en parler. Ça montre quand même que... mais ils se présentent tous comme des démocrates. Mais en réalité, leur seul souci, c'est de garder la gamelle. Regardez Estrosi qui se fait élire avec les voix socialistes. Bertrand qui se fait élire avec les voix socialistes. C'est interdit?
Ah ben quand on est de droite, je trouve qu'on n'a pas trop honneur à aller se faire élire par des gens de gauche que vous combattez et qui vous combattent. Et Guénaud qui se fait parrainer par Marine Le Pen. Mais Guénaud a toujours dit sa sympathie pour Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Donc, est-ce que les digues sont en train de sauter, là, entre la droite et le Front National? Ce qui saute à l'heure actuelle et que personne ne veut voir, parce que tout le monde tremblote dans sa tisane, le Front National va prendre le pouvoir, c'est que ce sont les digues souterraines qui craquent. Il y a plein de gens qui ne viendront pas dire ici qu'ils vont voter pour nous, mais qui voteront pour nous parce qu'ils en ont marre. Elle est sous-évaluée, Marine Le Pen? Ils en ont marre de ces faux culs, de ces menteurs. Est-ce qu'elle est sous-évaluée par les sondeurs? Mais les sondeurs, c'est bien sûr qu'elle est sous-évaluée. Le maire LR qui vous a rejoint, c'est quoi? C'est une preuve de courage? C'est une preuve de conviction aussi. Je veux dire, voilà. Bon, mais pourquoi, si je peux me permettre, pourquoi quand quelqu'un nous rejoint, il faut immédiatement qu'il y ait un commentaire du style, et c'est pas un reproche que je vous fais, il est courageux, il n'a pas peur. Ça montre bien, non mais ça montre bien, à contrario, qu'il y a contre nous vraiment toute une propagande, il faut bien dire les choses comme elles sont. Gilbert Collard, vu la situation de François Fillon aujourd'hui, est-ce que finalement vous êtes en train de faire, ou vous souhaitez faire, une OPA sur les Républicains, clairement? Non, je crois pas. Je crois que on est dans la situation du glissement de terrain politique. Cet électorat vient vers nous parce qu'il se rend compte que nous, on pactise pas avec ceux-là même qui les assassinent. Quand on voit M. Estrosi, par exemple, qui mène campagne contre le Front National, qui se fait élire par la gauche, mais c'est un traître. Enfin, Estrosi est un traître. Mais moi, je le dis très clairement, et je pourrais lui dire, s'il était en face... Donc ça veut dire que demain, tous ceux qui vont se réunir contre Marine Le Pen, si jamais elle était au second tour de la présidentielle, seront des traîtres. Mais pourquoi vous... Mais je sais pas, je vous pose la question. Ouais, non, mais alors, quand si vous posez la question, mettez un point d'interrogation, pas un point d'exclamation. Seront des traîtres? Bon, voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand on a affaire à un homme comme M. Estrosi, par exemple, qui a eu le comique de se prendre pour papy fait de la résistance, en plus, en s'appelant le résistant, vous vous en souvenez, qui a été proche du Front National à une époque, en plus, qui se fait élire avec les voix socialistes, lesquels socialistes il combat, et qui aujourd'hui se prétend indépendant des socialistes, alors qu'il a été élu grâce à eux, qui sont en train de poignarder Fillon. Mais si c'est pas un traître, c'est quoi? C'est quoi? J'avais une question un peu annexe. Les comptes officiels de Bercy, d'autres comptes de Twitter notamment, ont été piratés. Visiblement, ça venait de la Turquie. Hier, ça venait de la Russie. Est-ce que vous estimez que la campagne présidentielle est prise en otage? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par erreur, j'ai diffusé tous mes comptes, tous mes numéros de compte Twitter et compagnie. On a vu ça. Je n'ai pas été piraté parce que j'ai un très bon système de protection. Alors, vous vous rendez compte? Bon, l'erreur, je l'assume, elle n'a pas été faite par moi, mais je l'assume. Mais je n'ai pas, parce que mes systèmes de protection sont très efficaces. Alors, j'ai du mal à croire que l'État ne soit pas en mesure de se protéger. S'il n'est pas en mesure de se protéger, c'est qu'on a un État qui est drôlement faible. Il reste 30 secondes. Les premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche. 54 milliards de dollars de budget militaire au détriment de l'aide internationale et de la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui vous plaît, ça? Non. Non, mais c'est en fonction des urgences politiques du pays. Non, moi je suis pour qu'il y ait un équilibre dans la répartition budgétaire. Mais le monde est quand même très menaçant. Et si les analyses que fait Trump l'amènent à vouloir réarmer l'Amérique, qui à mon avis n'est pas désarmée, on peut le comprendre. Mais moi je ne suis pas pour une distribution aveugle du budget. Merci Gilbert Collard, secrétaire national du Rassemblement Bleu Marine, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, et j'accueille pour débriefer l'actualité et les propos de Gilbert Collard, qui était notre invité politique ce matin, Sébastien Lacroix de l'Union de Reims, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info. Merci d'être avec nous, Sébastien Lacroix, et Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc on passe à ce décryptage de ce qu'a dit Gilbert Collard. Peut-être un petit mot sur la défaite de l'extrême aux législatives en Hollande au profit de la droite libérale. Quand je lui ai demandé si ça présageait pas une défaite du Front National, il a dit qu'il n'y avait pas de comparaison possible. Oui,
Oui, non, en revanche, c'est vrai qu'il y a un point de comparaison, c'est avec les sondages, puisque les sondages donnaient une victoire plutôt en fait de l'extrême là-bas, et probablement et une abstention assez forte. Et finalement, on voit qu'il y a eu à peu près 80% de votants, d'après les derniers chiffres, et puis une victoire du parti en fait quand même au pouvoir. Quoi. Comme quoi, finalement, il faut être très prudent par rapport à ça. Sébastien Lacroix. Sur une ligne aux Pays-Bas qui est quand même très très extrémiste et qui peut rebuter beaucoup plus que ce qui se passe avec le Front National quand même. Oui, parce que le Front, pourquoi probablement parce que le Front National fait partie en fait du paysage en France depuis plus d'années et que nous en France on a déjà eu un Front National qui était en finale, si je puis dire, d'une présidentielle avec Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être aussi un tout petit peu moins surpris et que le discours du Front National est peut-être moins extrémiste, apparaît en tout cas moins extrémiste parce qu'il est installé en fait dans le paysage, ancré depuis maintenant 30 ans. Une question, c'est la nature de la personnalité aussi de Marine Le Pen qui joue ? Oui, probablement la personnalité et puis une forme de renouvellement du paysage en fait politique au Front National avec dans un premier temps Jean-Marie Le Pen et puis aujourd'hui Marine Le Pen. Ouais. Sébastien Lacroix. Oui, et puis également la société qui change, les thèmes de campagne et de politique, de préoccupation des Français qui changent et le Front National qui arrive à se déplacer vers ces thèmes de campagne. On l'a bien vu avec le sondage qu'on a présenté. Voilà, sur la sécurité. Sur la sécurité qui représente exactement le programme de... Alors justement, vous avez vu Gilbert Collard, s'est dit favorable à des mesures de police de proximité, réouverture même de commissariats de quartier, vous avez vu, en disant voilà, il faut réarmer les policiers de quartier avec un pistolet, une matraque. C'était des thématiques se voulant proches du terrain, au fond, des préoccupations des gens. Oui, et c'est vrai que ça rejoint en quelque sorte aussi le sondage ce matin. Exclusif fiducial. Fiducial, effectivement. Sud Radio, Public Sénat. Voilà, absolument. Ce sondage qui montre quand même il reste encore, et la sécurité reste une préoccupation des Français et une sécurité en fait de proximité avec une police de proximité. Alors évidemment, elle est un peu déjà dans la campagne puisqu'on entend parler avec des noms un peu différents selon les candidats, mais quoi qu'il en soit, elle est là et elle fait partie de ces préoccupations. Et c'est en cela que le Front National reste probablement assez en adéquation avec les Français, c'est qu'il répond à des préoccupations qui restent fortes dans la société, indépendamment de tous les débats que l'on peut avoir aujourd'hui autour des affaires. C'est quand même assez étonnant, je reviens là-dessus, par le fait que le Front National arrive à vraiment capitaliser là-dessus, alors que les autres candidats ne prévoient pas, ne mettent pas ça en tête de gondole dans leur programme. Benoît Hamon a présenté ce matin son programme, la sécurité arrive en 6e. Et même François Fillon, place. Vous avez vu dans le sondage dont parle Patrick Roger, il n'est pas très bien classé, il est 3e même derrière Emmanuel Macron sur cette thématique. Oui. Donc ça veut dire quand même que le Front National a bien pris position, enfin bien pris conscience depuis des années que c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu majeur qui est à la fois dans les banlieues, dans les campagnes, plus que évidemment dans les centres-villes, et ça il surfe là-dessus. Et alors, sur l'état d'urgence, Gilbert Collard, là, a surfé sur quelque chose, c'était pas béni, c'est-à-dire la levée d'état d'urgence en parlant d'une faute politique. Bah oui, ça semble un peu une faute politique. Faute politique à 40 stratégique, jours, il a dit les deux. À 40 jours de l'élection présidentielle, dire ah bah oui, on va peut-être lever l'état d'urgence, alors qu'on voit bien que c'est un thème de préoccupation majeur pour les Français, c'est évidemment une erreur politique. On rappelle les propos de Michel Urvoas, le ministre de la Justice là-dessus, qui est favorable, a-t-il dit, à la levée de l'état d'urgence, mais c'est le prochain président qui devra prendre... toutes les conditions étaient réunies, a-t-il dit. Mais c'est à la prochaine majorité à prendre la décision. Oui, alors il y a plusieurs effectivement visions des choses, parce qu'il peut y avoir pour le gouvernement la démonstration que finalement le travail a été fait, que l'on surveille la menace, qu'on a réussi à la prendre en compte et qu'on la maîtrise. Donc, quelque part, on veut positiver le bilan de la lutte contre le terrorisme. Ça, on peut le comprendre de la part du gouvernement. Et puis de l'autre, comme le disait Gilbert Collard, c'est vrai qu'il y a de ça déjà quelques mois, quand on avait, de la part de François Hollande, évoqué la levée de cet état d'urgence, on a été rattrapé, évidemment, par des attentats, quoi. Donc, on comprend, en fait, cette double position, à la fois du gouvernement et puis de la méfiance. Alors, vous avez vu, dans son esprit, j'ai posé la question moi-même, Marine Le Pen est sous-évaluée par les sondeurs aujourd'hui. Il pense qu'elle est mieux cotée que les photographies ne le montrent aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est peut-être une erreur d'appréciation, parce que on peut imaginer, actuellement, on a
au sein de la droite un électorat qui est quand même divisé sur le cas Fillon. On a une partie qui est tentée d'aller rejoindre Macron et une autre partie qui est tentée d'aller rejoindre Marine Le Pen. Il n'est pas certain qu'au dernier moment, comme peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs aux Pays-Bas, les électeurs se disent pas, bah non, quand même, je vais pas tenter le diable avec, puisque c'est un peu l'expression, avec Marine Le Pen, je vais revenir à ma famille politique d'origine, qui est la droite. C'est le calcul de François Fillon, ça, Patrick Roger, possible? Oui. Sa stratégie, comme on dit? Oui, en quelque sorte, et puis peut-être aussi d'autres candidats. Nicolas Dupont-Aignan, qui était à 0,1% dans les sondages. Qui a obtenu ses 500 signatures, Qui a obtenu ses 500 signatures et qui aujourd'hui est à entre 3 et 5% en fait dans les intentions de vote. Quelque part, il y a des électeurs effectivement déçus de François Fillon, potentiellement, donc qui se reportent vers quelqu'un d'autre, et en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan plutôt que Marine Le Pen. Un petit mot sur les brebis galeuses au Front National. Cet ex-dirigeant identitaire suspendu du Front National en vue de son exclusion suite à des propos négationnistes, il a dit on fait le ménage, Gilbert Collard, on le fait tout le temps. Nous aussi, on a nos brebis galeuses, mais on les vire, il a dit. Oui, c'est difficile effectivement d'apprécier totalement. Est-ce qu'il peut y avoir un impact, je veux dire, mais c'est vrai que les propos de ce type d'individu? Je pense que le Front National veut aussi montrer une image sans doute un tout petit peu plus propre par rapport à la situation en fait actuelle et puis puisqu'ils dénoncent le tous pourri et contre le système, ils sont obligés. C'est ça. Il y a contre nous une propagande, a dit Gilbert Collard ce matin, pointant les médias, les télévisions, la chaîne C8, les chaînes de Patrick Drahi, BFM, etc. Le service public. Oui. Bon, c'est un secret de polichinelle que, grosso modo, les médias sont pas non plus enthousiasmés par la candidature de Marine Le Pen et du Front National. Ça, c'est oui. Mais de là à se victimiser à ce point, à mon avis, c'est un peu exagéré. Oui, c'est une stratégie de la victimisation. Il était quand même notre invité ce matin. Ils sont pas interdits de plateau. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait les comptes de campagne globalement aujourd'hui tenus par le CSA, nous sommes tenus en fait à cette équité. Eh bien, aujourd'hui, le Front National est bien représenté. Il n'y a pas de sous-évaluation par rapport en fait à ces sondages. Et puis, n'oublions pas que nous prenons en compte à la fois aussi les forces politiques en présence, c'est-à-dire avec le nombre de députés ou de sénateurs dans les assemblées. Merci Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Merci Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Vous en dirigez la rédaction, d'avoir été notre invité ce matin. Et puis on va passer tout de suite au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on va regarder ensemble. Il y a 3 candidats sérieux aujourd'hui, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Quel que soit celui qui gagnera l'élection présidentielle, je vous le dis très clairement, c'est pour ça que je suis pessimiste, la France sera ingouvernable. La droite eût été mieux inspirée de changer de candidat pour qu'au moins on puisse avoir un débat qui ne soit pas sans arrêt surchargé des arrière-pensées concernant ces affaires. Je voudrais dire que je suis innocent. Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires dans le passé et en ce moment même. C'est des problèmes de justice, etc. Moi, je ne veux pas m'en occuper, si vous voulez. Moi, je regarde un programme économique, celui de Fillon me paraît aller dans le bon sens. Je suis convaincu que la justice, même si ça prendra du temps, établira cette innocence. Écoutez, honnêtement, il faut quand même lui accorder quelque chose. Il a réussi l'exploit de transformer sa famille politique en un champ de ruines. La soirée a eu lieu en janvier 2016 à Las Vegas pour vanter l'innovation technologique à la française. Emmanuel Macron, encore ministre, y tient la vedette devant 500 personnalités. Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron a réussi à dépenser 380 000 euros pour aller passer une soirée à Las Vegas. Je ne sais pas. J'ai eu à soumettre la déclaration de patrimoine à plusieurs reprises durant ces dernières années à la Haute Autorité. Je le referai en tant que candidat d'ailleurs dans les prochains jours à date du 1er janvier. La Haute Autorité n'a jamais signalé la moindre anomalie. Le Front National, il est irréprochable. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde le soit. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, parce que c'est Macron, mais c'est aussi Le Pen. Il faut aussi le dire, avec effectivement des redressements fiscaux qui la guettent manifestement. Je note cette phrase, le Front National est irréprochable. Oui, je crois que le Front National est irréprochable. Et vous savez qui est-ce qui l'a dit C'est celui qui a dit Marine Le Pen est irréprochable. C'est en l'occurrence Roger Kuckerman, l'ancien président du CRIF. Qu'elle semble lointaine, cette poignée de main. En refusant de parrainer Benoît Hamon, Manuel Valls entérine bel et bien l'implosion du PS. La France a
redresser sa situation et aujourd'hui a des perspectives d'avenir qui sont positives. Et il n'y a pas un candidat à gauche qui défend tout ça. L'ancien Premier ministre réunissait ses troupes hier soir, 300 personnes à l'Assemblée nationale et à huis clos, à l'abri des caméras. Il a évoqué les risques de dérives sectaires liés au fait, par exemple, que comparer Emmanuel Macron, dire que Emmanuel Macron est le marchepied du Front National, nous pensons que ce n'est pas acceptable. Votre position sur l'Europe, on peut la résumer en une phrase, si vous me le permettez. C'est une phrase que vous avez prononcée, vous. L'Europe, on l'aime ou on la quitte? Je n'ai jamais dit on l'aime ou on la quitte. Ça, c'est Madame Le Pen qui parle comme ça. Et à propos des immigrés, moi j'ai dit on la change. C'est-à-dire nous devons continuer d'exister pour se mettre au service d'une majorité, qu'elle soit celle de Benoît Hamon ou qu'elle soit celle d'Emmanuel Macron. Moi, je ne veux pas mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Je voudrais connaître le programme de Monsieur Mélenchon. Ouais, c'est ça se sent. Voilà, fin de Territoire d'info, notre matinale télécommune avec Public Sénat et Sud Radio. On se retrouve demain matin à la même heure.